Bonjour à toutes et tous. D'abord, je remercie évidemment les organisateurs et organisatrices du colloque. Et je vous prie de m'excuser d'être à distance, puisqu'effectivement, je suis retenu à Lyon, donc je vais être le plus clair possible, même si je sais que la distance n'est agréable pour personne. Comme Thibaut, tu l'as dit, je vais présenter les travaux que je conduis en fait dans la chaire Colibex actuellement, qui portent sur la question, la controverse de l'islamo-gauchisme. Alors, Éric Fassin en a parlé dans sa conférence introductive. Je vais simplement dire quelques mots de contexte pour que ça soit clair pour tout le monde. C'est, pour s'en tenir à une chronologie courte, une histoire qui débute à l'été 2020, lorsque Emmanuel Macron accuse les universitaires français, et notamment les chercheurs en sciences humaines et sociales, d'avoir, je le cite, encouragé l'ethnicisation de la question sociale et d'avoir cassé la République en deux. En octobre 2020, une semaine après l'assassinat d'un enseignant d'histoire, Samuel Paty, c'est le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui évoque, je le cite encore, la complicité intellectuelle du terrorisme en nommant un islamo-gauchisme qui fait des ravages à l'université. Et enfin, en février 2021, c'est au tour de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal, de dénoncer cette fois un islamo-gauchisme qui gangrène l'université avant d'annoncer la commande d'une enquête au CNRS. Donc dans ce contexte-là, ce à quoi je me suis intéressé, c'est au rôle que vont tenir les universitaires, puisque suite à cette polémique, les universitaires ne sont pas restés silencieux. Il y a d'une part ceux qui ont appelé à la démission de Frédérique Vidal et qui se sont opposés à ses propos, mais il y a aussi ceux qui ont plus explicitement soutenu les propos des différents ministres. Et donc, ce qui m'intéresse dans ce cadre-là, c'est comment est-ce qu'on peut expliquer que des universitaires décident de s'engager à un moment donné dans le débat public en mettant en cause le fonctionnement du champ académique et en l'occurrence en pointant la place qui aurait pris l'islamo-gauchisme. Plus largement, comment est-ce que dans le cadre de cette controverse, la liberté académique est en jeu? Comment elle se trouve concernée par ce type de polémique? Pour répondre à ça, je vais encore plus loin dans la réflexion en me demandant quel type et quelle source de valeur peut revendiquer ou à quel type de valeur peut prétendre une expression d'universitaire qui mettrait en cause le fonctionnement de l'université. Dit autrement, je regarde ce qui rend intéressant cet argument de l'islamo-gauchisme, c'est-à-dire ce à quoi il donne accès pour les universitaires en question. Alors pour faire ça, j'ai constitué un corpus qui est un corpus de presse et de livres publiés par les universitaires en question entre 2020 et 2023. Et dans le cadre de cette présentation, je vais d'abord revenir sur ce qu'on entend par islamo-gauchisme, quelle est l'accusation derrière ce terme-là, pour ensuite mettre ça en lien avec la position des universitaires en question pour comprendre ce qui les incite à s'engager dans ce type de controverse. Alors d'abord, si je m'interroge sur ce qu'est cette accusation d'islamo-gauchisme, j'essaie de faire des catégories d'argumentation et on constate premièrement que la critique de l'islamo-gauchisme consiste à mettre en cause la scientificité de la recherche qui est évoquée, c'est-à-dire que c'est un entremêlement d'accusations d'idéologie et de militantisme qui permet en définitive de requalifier politiquement les savoirs et donc de délégitimer dans le même mouvement la revendication d'une éthique scientifique. Ensuite, cette mise en cause de la scientificité, elle s'accompagne d'une critique de l'usage de méthodes qui sont qualifiées de méthodes politiques, c'est-à-dire que l'islamo-gauchisme serait d'autant plus dangereux que non seulement il maquille la science en pensée politique, mais que de plus il s'accompagne de stratégies politiques qui viseraient à étendre son influence tout en bâillonnant la critique. Et donc c'est un regisme de l'entrisme qui est utilisé notamment pour dénoncer des positions de pouvoir acquises par des universitaires militants au sein de certaines institutions. Et puis, troisième registre, qui porte cette fois sur les conséquences sociales et politiques de ce qui est présenté en définitive comme un projet essentialiste et anti-universaliste. Donc la critique en réalité porte non pas sur le fait que les universitaires qui sont mis en cause portent un projet politique, mais bien sur le contenu du projet politique lui-même. Et donc c'est une critique qui s'engage dans une discussion politique plutôt que épistémologique. Et en l'occurrence, cette critique, elle porte sur une alliance, donc décrite comme une alliance de circonstances, entre universitaires, minorités, islamistes,
qui auraient en commun de diffuser ou d'alimenter une critique des valeurs occidentales. Donc, à travers ces trois niveaux d'argumentation, on a des mécanismes de dénonciation et de scandalisation qui vont ensemble constituer une logique qu'on peut qualifier de désingularisation, c'est-à-dire qui consiste à inscrire les situations décrites dans une évaluation plus générale du champ académique d'abord, mais également plus largement encore de la société elle-même. Donc il en résulte que majoritairement, les interventions anti-islamo-gauchisme réclament finalement moins la neutralité de l'enseignement et de la recherche qu'une lutte contre des idéologies qui sont qualifiées de séparatistes, d'anti-universalistes, voire même de totalitaires. Donc il ne s'agit pas d'une controverse scientifique, mais bien d'une controverse politique, dans la mesure où la critique porte moins sur des méthodes de production du savoir que sur la dimension critique de ces savoirs. Donc la nature de l'accusation contre l'islamo-gauchisme relève d'une discussion d'ordre général relative à la définition même des principes de justice et de l'intérêt général de la société. Plus précisément, il apparaît que cette critique de l'islamo-gauchisme s'inscrit en réalité dans une controverse plus vaste, puisqu'en effet, la mise en cause des minorités, la question du rapport identité-égalité n'est pas nouvelle, évidemment, mais plutôt il apparaît que l'islamo-gauchisme constitue une forme d'argument supplémentaire dans une controverse qui le dépasse et qui est plus ancienne. Et donc, dans le cadre de cette controverse, la liberté académique est bien instrumentalisée sur le plan politique, c'est-à-dire qu'elle est enrôlée dans une entreprise de nature politique. Maintenant que j'ai un peu circonscrit le cadre de cette controverse, je voudrais revenir sur la position des universitaires en question, donc ceux qui s'engagent contre l'islamo-gauchisme, en observant ce à quoi cet argument donne accès, c'est-à-dire ce qu'il permet. Alors d'abord, quand on regarde le profil des acteurs, donc des universitaires qui s'engagent publiquement contre l'islamo-gauchisme, on constate deux ensembles de profils. D'abord, des universitaires qui vont signer des tribunes collectives, mais qui ne s'engagent pas en leur nom propre, qui sont assez nombreux. Et d'autre part, ceux qui, à l'inverse, s'engagent en leur nom propre, soit en répondant aux sollicitations des journalistes, soit en publiant des essais ou des tribunes personnelles dans la presse. Alors dans le cadre du colloque d'aujourd'hui et de la communication, je vais me concentrer sur ce second groupe, c'est-à-dire la part la plus visible de l'engagement universitaire contre l'islamo-gauchisme. Alors par rapport au premier groupe dont j'ai parlé, ce second groupe se caractérise d'abord par une présence médiatique très importante. Alors pour certains, elle est ancienne et elle est fondée sur la publication de travaux passés qui ont reçu un écho médiatique ou bien sur l'exercice de fonctions dans le monde médiatique. En voici un exemple qui est celui de Pierre-André Taguieff, qui est directeur de recherche au CNRS, qui est celui qui a inventé ce terme d'islamo-gauchisme et qui est une figure intellectuelle qui, comme vous le voyez sur le graphique, a un accès médiatique dès la fin des années 90 et donc bien en amont de la controverse de l'islamo-gauchisme. Mais dans d'autres cas, cette visibilité médiatique, elle résulte directement de la polémique. Et voici un autre exemple, qui est celui de Xavier Laurent Salvador, qui est un linguiste spécialiste de la Bible à l'époque médiévale, et dont on voit bien que la présence médiatique débute en 2020, et d'ailleurs va se réduire par la suite, et qu'elle est directement corrélée à la polémique sur l'islamo-gauchisme. Ensuite, si on s'intéresse à la répartition médiatique de la visibilité de ces acteurs, on constate qu'elle se réduit à un petit nombre de titres, mais qui sont très marqués sur le plan politique. Alors là, sur ce graphique parfaitement lisible, ce dont j'ai bien conscience, vous avez en vert les titres de presse qui donnent la parole aux universitaires, et donc en rouge, les universitaires en question. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir finalement le petit nombre de titres, mais leur marquage politique assez évident. On trouve la galaxie républicaine, on pourrait dire, entre guillemets, donc des journaux comme Marianne, Le Point, qui ont défendu depuis quelques années un discours très axé sur la République et la laïcité, pour le dire rapidement. Plusieurs titres marqués à droite, Atlantico, l'Opinion, évidemment surtout Le Figaro, qui est le principal acteur médiatique de cette controverse, ou des journaux d'extrême droite comme Valeurs Actuelles. On constate à l'inverse que la presse de gauche est singulièrement absente, puisque Libération et l'Humanité apparaissent, mais ne totalisent que 38 occurrences sur un total de 4419.
Ensuite, on constate que ces acteurs, ils se démarquent par une activité éditoriale importante. Ils vont produire beaucoup de textes sur la question, mais de textes qui relèvent du registre de l'essai, alors qu'ils ne publient à aucun moment de travaux académiques sur la question du militantisme à l'université, sur la question de la production du savoir, ou même sur la question des minorités. Donc il y a une forte activité euh, rédactionnelle, mais dans le champ médiatique essentiellement, et non pas dans le champ académique. Donc la forte présence médiatique de ces acteurs, qui est couplée à leur expression régulière sur des sujets divers et parfois très éloignés de leur domaine de compétences universitaires, et bien cette présence médiatique, elle peut matérialiser ce qu'on pourrait appeler une capacité à exister dans l'espace public sur le mode de l'évidence. Et cette capacité à exister sur le mode de l'évidence, elle résulte de relais dont ils disposent auprès d'acteurs médiatiques en premier lieu, qui sont des acteurs qui contribuent à la définition de la valeur publique des idées, mais qui dans le même temps sont aussi des acteurs qui encouragent une forme de brouillage des frontières entre le champ intellectuel, le champ médiatique et le champ académique. Alors lorsqu'ils s'engagent dans le débat public contre l'islamo-gauchisme, les universitaires dont je parle ici vont s'inscrire dans un espace social qui leur préexiste et au sein duquel ils vont retrouver des figures intellectuelles extérieures au monde académique, mais qui mobilisent un registre d'engagement assez similaire. On peut en rendre compte à travers les contours de l'offre éditoriale relative à l'islamo-gauchisme entre 2020 et 2023, donc uniquement en France bien sûr. Et sur cette période-là, 2020-2023, on compte pas moins de 70 ouvrages qui sont consacrés entièrement ou à minima une partie à l'islamo-gauchisme et donc à la question du militantisme à l'université. Parmi ces essais-là, parmi ces ouvrages-là, on retrouve des universitaires, ceux qui sont dans le graphique que vous avez sous les yeux, mais aussi tout un tas d'acteurs qui ont d'autres positions sociales, des essayistes, des journalistes ou des intellectuels qui tous ont en commun d'être situés à distance d'un savoir universitaire spécialisé. Donc tous ces éléments vont converger pour signaler l'existence d'un espace de visibilité de l'anti-islamo-gauchisme. Il est aussi intéressant de constater que les acteurs que j'étudie appartiennent simultanément à des organisations assez hétérogènes qui ont en commun de participer à une dynamique relativement ancienne, qui est une dynamique de multiplication des zones de contact entre, d'un côté, les professionnels des médias et de l'autre, les professionnels de l'intelligence. Donc là, on retrouve de la même manière en rouge les universitaires en question et en vert des organisations diverses et variées qui ont tout en commun d'être situées à l'extérieur du champ académique, mais de jouer sur la frontière et la porosité des frontières entre le champ médiatique, le champ académique, mais aussi le champ politique, voire même le champ économique. C'est donc des espaces qui contribuent à stabiliser des relations entre divers champs, mais aussi à accroître le capital social des acteurs, donc en termes principalement de relations personnelles, mais également leur capital symbolique, voire même leur capital économique. J'aurais pas ici le temps de le développer, mais il est intéressant de voir ce qui a été écrit dans la presse ces derniers temps sur les liens entre un certain nombre d'universitaires engagés contre l'islamo-gauchisme en France et l'entreprise de Pierre-Édouard Sterrin, donc milliardaire d'extrême droite, qui a un projet de financer l'hégémonie culturelle d'extrême droite. Donc il existe une véritable nébuleuse d'organisations opposées à l'islamo-gauchisme, dont les acteurs sont souvent les mêmes, certes, mais qui contribuent à animer cet espace de visibilité de l'anti-islamo-gauchisme. Donc ce sont des organisations collectives qui potentiellement permettent de compenser la faiblesse de certains capitaux, notamment donc du capital symbolique et du capital social. Alors, pour comprendre pourquoi l'anti-islamo-gauchisme officie comme un potentiel canal de visibilité, il faut prendre en compte les convergences euh, préalables entre le champ académique, le champ politique, le champ intellectuel et même le champ économique. On observe en effet une convergence qui permet l'institutionnalisation de champs séquents ou interstitiels qui encouragent l'émergence d'une figure intellectuelle nouvelle qui est fondée non pas sur une expertise scientifique ou intellectuelle, mais plutôt
sur une capacité à incarner une figure intermédiaire entre différents types de pouvoirs. Ces espaces interstitiels-là, ils vont autoriser les universitaires étudiés à attendre une forme de valorisation publique, notamment une valorisation médiatique de leur capital savant et une croissance du capital social, voire du capital économique. Et donc la perspective d'accumulation de divers capitaux dans ces espaces extra-universitaires résonne particulièrement avec la position des universitaires dans le champ académique. Plus précisément, on constate ce lien entre la position dans le champ académique et l'attrait pour ces espaces extra-universitaires. On constate d'abord que cela se vérifie pour les acteurs universitaires qui sont en position de relative marginalité ou d'hétérodoxie dans le champ académique. Et donc, ils sont susceptibles de trouver dans la critique de l'état de l'université et dans la critique de l'évolution de l'université une clé d'explication à leur propre trajectoire. Ça vaut également pour la part des acteurs qui estiment que les évolutions propres à leur champ d'études et le triomphe de ce qu'ils nomment donc l'islamo-gauchisme les privent d'accès à des ressources matérielles et statutaires qu'ils convoitaient. Et donc, bien sûr, ces éléments sont renforcés pour les acteurs qui arrivent à la retraite et qui donc perdent les profits symboliques, sociaux ou économiques qui sont associés à des positions qui sont en train de disparaître. Donc, en définitive, il apparaît que l'engagement dans la controverse contribue à autoriser ou à conforter la présence de ces différents acteurs dans des espaces de visibilité ou des espaces de notoriété intellectuelle, voire même, pour les plus installés d'entre eux dans ces espaces-là, une véritable rente de visibilité. Cette rente de visibilité ou cette notoriété-là, elle est permise donc par la convergence d'entreprises politiques, médiatiques, économiques, qui font que la pensée qu'on peut appeler conservatrice ou illibérale constitue un potentiel canal de visibilité. Et au-delà même des logiques éditoriales ou des logiques médiatiques, l'accès à la visibilité est d'autant plus probable que les positions adoptées par les universitaires en question se conforment à des dynamiques sectorielles qui leur préexistent, qui ne sont pas nécessairement coordonnées, mais qui contribuent à la légitimation, à la valorisation de registres d'intervention spécifiques dans le débat public. Et de ce point de vue, en particulier, on peut penser au lien entre l'attitude des universitaires dont je suis en train de parler et les dynamiques de structuration d'un axe culturel dans la vie politique et le renforcement de positionnements conservateurs ou illibéraux dans les champs intellectuels, politiques et médiatiques dont la porosité est allée croissante. Enfin, et j'en terminerai par là, cette controverse, elle ne se limite pas à révéler un état donné du rapport de force dans les différents champs. Plutôt, la controverse, elle contribue elle-même à définir ce rapport de force. D'abord, elle modifie la position et les ressources des acteurs qui y prennent part. Ensuite, ce type de controverse va influencer également plus largement l'état des rapports sociaux et donc l'état des dominations. Et donc, on peut effectivement parler d'un enrôlement de la liberté académique de la part d'une entreprise politique qui est extérieure au monde académique, mais qui contribue à ce que les dynamiques de divers champs extérieurs à l'université se répliquent bien au sein du monde universitaire. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.